Je m'appelle Louise Vandelac, professeure titulaire au département de sociologie à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, également directrice du CREPA, le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives, qui compte une quarantaine de chercheurs. Évidemment, le rapport qui a été publié, Comment protéger nos agriculteurs et l'environnement, un règlement pour stopper l'importation d'aliments issus de pratiques interdites en Europe, est un rapport très riche et je ne peux commenter tous ces aspects-là en 3 minutes. Donc, je me contenterai d'évoquer simplement la question des herbicides à base de glyphosate particulièrement, qui constituent plus de la moitié de l'ensemble des pesticides au Canada et au Québec et qui sont en augmentation constante depuis une trentaine d'années. Rappelons que les herbicides à base de glyphosate, comme vous le savez, ont été déclarés génotoxiques et cancérigènes probables par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS et ils ont été réhomologués pour 15 ans au Canada, soit jusqu'en 2032. Il importe aussi de souligner que juste au sud de notre frontière, aux États-Unis, le Roundup de Bayer-Monsanto, premier pesticide en importance au monde, a fait l'objet au cours des dernières années de quelques 125 000 recours devant les tribunaux américains par des utilisateurs de Roundup victimes de lymphome non-hodgkinien, un problème de santé reconnu d'ailleurs désormais par la France en lien avec certains pesticides. Or, la déclassification de 2,5 millions de pages lors de ces procès a permis de mettre en évidence à quel point la firme avait tout fait pour taire la dangerosité de son produit. Et le tout s'est soldé par une des ententes hors cours les plus dispendieuses pour les compagnies, soit près de 11 milliards de dollars pour régler quelques 100 000 recours. Plus près de nous, au Canada, le 6 mai 2021, le gouvernement Trudeau a lancé une consultation publique pour hausser les quantités de résidus de glyphosate. C'est le principe déclaré actif par les fabricants d'herbicides à base de glyphosate. Or, il voulait le faire dans un certain nombre de denrées, notamment destinées à l'exportation, comme les lentilles, les haricots, les pois et les lentilles. Nous sommes les premiers exportateurs mondiaux. Évidemment, c'était pour pouvoir faciliter la commercialisation de certains produits qui dépassent les limites actuelles, et c'était pour répondre à la multinationale Bayer-Monsanto, qui est à se montrer moins exigeant que les États-Unis et la Chine. Cette consultation, évidemment, a donné lieu à un tollé au sein de la population. Et compte tenu qu'il y avait des élections à l'automne dernier, le tout a été reporté en mars 2022. Donc, nous y sommes presque. Ces questions-là vont être à nouveau débattues par la population. Cette hausse des résidus est une question très, très sensible pour la population, et notamment parce qu'on a appris il y a quelques années, au moment où on a réussi à obtenir les premières études sur ces LMR et leur dépassement, que par exemple, près de 32% des céréales pour nourrissons, une population particulièrement vulnérable, étaient contaminées par des herbicides à base de glyphosate. Évidemment, cette question des résidus est une question centrale pour le commerce international, mais je vous dirais que plus globalement, il est étonnant que la transparence du Canada en matière d'information et de données sur les pesticides soit encore aussi bancale. En effet, il a fallu recourir à la loi d'accès à l'information pour savoir quelles étaient les quantités vendues d'herbicides à base de glyphosate. C'est vrai d'ailleurs pour tous les pesticides. On nous donne des quantités approximatives en nous disant que c'est plus de 25 millions de kilos depuis des années. Or, dans les faits, pour 2017, pour 2018, c'était 56 millions de kilos, donc plus du double. Par conséquent, tout cela a une importance puisqu'on sait très bien que le glyphosate, ce n'est qu'une partie de ces herbicides tels qu'ils sont utilisés dans la nature, qu'ils contiennent au Canada jusqu'à 20% du poids de la formulation commerciale, qui est composée de POEA, interdit en Europe depuis 2016,
un élément aussi qui mériterait d'être pris en compte dans le commerce international. Enfin, dans un contexte où il y a, selon PAL International, 175 pesticides interdits en Europe, 131 au Brésil, mais seulement 29 au Canada, un peu mieux que les États-Unis qui est à 15, il est vrai que toute intervention permettant d'être plus rigoureux par rapport aux pesticides en usage, c'est tout à fait bienvenu. Actuellement, ce sont souvent les villes, notamment Montréal et Laval, les deux premières villes du Québec, qui ont interdit sur leur territoire l'usage d'un certain nombre de pesticides. Enfin, devant la faiblesse des instances publiques en termes d'évaluation et en termes d'information du public, ce qui se passe, c'est un recours de plus en plus fréquent aux tribunaux. On a répertorié plus de 500 actions en justice actuellement à Justice Pesticides, une organisation, une ONG située à Paris, et qui met en évidence à quel point on assiste à un glissement vers des recours juridiques. Bref, on comprendra que les enjeux de l'application des mesures miroirs par l'Union européenne, afin que des exigences sanitaires et environnementales équivalentes à celles qui sont en vigueur dans l'Union européenne, et qu'elles puissent s'appliquer aux importations, c'est de première importance, surtout s'il peut y avoir des recherches miroirs qui soient faites entre l'Europe et le Canada et le Québec. Et c'est de première importance pour la santé, pour l'environnement de tous et de toutes. Je vous remercie de votre attention.